Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN. Restauration de la baie sur l'île des Kakuta en territoire Mohawk de Kahnawake. Entre changement climatique et transmission de savoir, quel avenir pour les plantes médicinales ancestrales? Les jeunes sont moins intéressés à utiliser les plantes médicinales. Et en entrevue, Daryl Leroux aborde les allégations de fraude au sein des groupes Abénaki aux États-Unis. Bonjour, je m'appelle Shushan Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Plus de 1200 acres de terre ont été expropriés du territoire Mohawk de Kahnawake dans les années 50 pour la création de la voie maritime du Saint-Laurent. Maintenant, la collectivité a repris ses droits avec le projet de restauration de la baie sur l'île des Kakuta qui a été rendu possible avec le soutien des gouvernements fédéral et provincial. Voici un reportage de Maricela Amador. La baie et les environs de l'île de Katari-Takekwita, sur le territoire Mohawk de Kahnawake, sont des endroits dynamiques et pleins de vie aujourd'hui. Mais ce n'était pas le cas jusqu'à tout récemment. 15 years ago, community members started raising concerns with the Environment Protection Office about the water flow in the bay and how it seemed to be stagnating and aquatic plants were growing. It was interfering with paddling, swimming, fishing, other activities that were taking place in the bay. L'île et la baie étaient un sous-produit de la construction de la voie maritime du Saint-Laurent dans les années 1950. Ce qui était autrefois un petit archipel d'îles naturelles est devenu un endroit rocheux, plat et en grande partie inhospitalier. Après des années de planification, les travaux de construction du projet de restauration ont commencé en 2020. When the bay was first finished, I actually took my family on a walk, and for the first time coming to the island since I was a little child, I seen corn growing in the back, and to me that was just a sign that we were doing something really good for nature, for Mother Earth, for the environment, to be able to see something growing, some substance that's dear to Ungwehwe people and Kanien'kehá:ka people, corn, growing here where, it was essentially barren for a while. Une partie du projet consistait à procéder au dragage des sédiments qui se sont accumulés au fil des décennies. Le Bureau de protection de l'environnement a également coupé les plantes aquatiques et introduit des éléments pour inciter la faune à revenir dans la baie. A number of elements were added, including the large linear pond and marsh feature that you see behind us here. There's a turtle nesting ground feature that was constructed. At the request of the community, a beach feature was added as well. Le Bureau de protection de l'environnement a aussi mis en place des mesures de contrôle des espèces envahissantes. Cependant, Sharon Rice, directrice du club de pagaie Onagé, dit être déçue du projet parce que le problème de prolifération des mauvaises herbes perdure. So when they announced that they'd be dredging the bay, which is right behind me, we were pretty excited because that would alleviate our major problem of paddling in our bay. However, the dredging that was done, and it was done, took place 1,000 meters upriver, and it had no effect on us. Chef Diabo reconnaît que certains éléments du projet suscitent du mécontentement. In terms of stagnant water in the bay area that's preventing use of the beach, that's something that we continuously have to be working on. Pour sa part, Ragas est heureux que le projet ait finalement abouti. What I'm most proud of is just seeing the wildlife coming back to the features that have been created. This island, the bay, has always had a lot of turtles, but because the island was built with that rock from the seaway, it's extremely hard and just didn't provide nesting opportunities for those turtles. Maricela Amador, Nouvelles nationales d'APTN, sur le territoire Mohawk de Kahnawake. Soigner sa toux, ses plaies et même son eczéma sans médicaments, c'est ce dont sont capables les plantes médicinales, à condition de les connaître et de savoir les utiliser. Mais entre changement climatique et transmission de savoir, quel avenir pour les plantes médicinales ancestrales? Nolwenn Bihan nous raconte. Si tu as eu la malchance de toucher à de l'herbe à puce, tu viens avec de l'herbe à puce, tu prends ça, tu roules et tu mets... Là aussi qu'il y a de l'herbe à puce, ça va guérir. Michel Durand-Nolette de la communauté Abénaki d'Odanak est aujourd'hui l'un des rares porteurs de savoir en matière de plantes médicinales ancestrales. Quand un enfant de 10 mois qui fait 39 de fièvre, c'est paniquant. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'amènent à l'hôpital. Pas bonne idée.
et chez les millefeuilles. On fait une grosse tisane de chez les millefeuilles et puis on va tremper un chiffon dans la tisane et on va tamponner des articulations. Ces connaissances lui viennent de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère née en 1873. Il essaie aujourd'hui de les partager au plus grand nombre. Les jeunes sont moins intéressés à utiliser les plantes médicinales. C'est beaucoup plus facile d'aller voir le médecin puis qui prescrive un médicament et d'aller chercher le médicament en pharmacie et de l'utiliser que d'aller en forêt, chercher la bonne plante, l'utiliser. Mais il y a quelques jeunes qui sont intéressés. Il y en a dans la communauté ici qui viennent me rencontrer. Si les connaissances ne risquent pas de disparaître de sitôt, on ne peut pas en dire autant des plantes médicinales. Depuis le début de l'année, 1,5 million d'hectares de forêt ont brûlé au Québec. Un chiffre qui devrait malheureusement fortement augmenter avec les récents feux de forêt. Le Grand Conseil de la Nation Wabanaki a entrepris depuis plusieurs années un projet de recherche sur l'impact du changement climatique sur les plantes médicinales. J'ai peur pour les écosystèmes en général, avec tout ce que ça implique. C'est vraiment, vraiment ça. C'est comme si le COVID avait créé un moment de pause forcée là, pour l'espèce d'exploitation des ressources à l'infini. Puis là, on est dans un effet backlash là, vraiment, vraiment épeurant là, dans le fond. Que là, c'est ça, on en vient à se demander, toutes ces plantes-là, est-ce qu'on va pouvoir les cueillir et les utiliser encore autant au niveau médicinal, spirituel, alimentaire, en général? Puis, c'est ça, là, où on s'en va un peu en tant que société. L'avenir des plantes médicinales dépend donc, comme la nature tout entière, d'une prise de conscience politique et sociétale pour préserver notre planète et l'écosystème qui la compose. Nolwenn Guillan, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Après la pause, phase 2 pour promouvoir la musique autochtone dans les radios. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cet été, un groupe de jeunes et de parents de la région d'Ottawa apprennent tout ce qu'il faut savoir sur l'apiculture. Ceux-ci participent à un programme au Centre d'amitié autochtone Ottawa visant à faire découvrir la créature la plus occupée du monde des insectes. Voici un reportage d'Annette Francis. Malgré la chaleur estivale, ces enfants et leurs parents sont couverts de la tête aux pieds. Ils sont venus à Dragonfly Visions, juste au sud d'Ottawa, pour se rapprocher des abeilles et en apprendre davantage à leur sujet. La proximité avec les abeilles fait partie du programme Amonojimo, ou des abeilles qui favorisent la guérison. Selon Jennifer Kohoko, cela fait partie des activités du programme d'apprentissage axé sur le territoire d'Ottawa. About 4 years ago, we started doing bees. We did have a little break last year. We have our own bees. These bees are through G's Bees. And we have additional training with them this year. So that's something new that we didn't quite have before. And we would like to eventually get some of our participants certified in beekeeping because I think it's really important for the environment and for the future. So we've had an amazing nectar flow going on. And the bees have been busy. Jennifer Kohoko explique qu'un groupe différent d'enfants et de jeunes participe au programme chaque semaine. C'était la première fois pour Ariana Mikis, 8 ans. This was very fun. Like I like how there's just a swarm of bees like just flying around. Like there's someone here. Oh no! Like so much people. Like it feels like it's gonna be like I was scared. Like I didn't want to hold it. I felt like they were gonna sting me. C'était aussi la première fois pour Talia Léger, 11 ans. Elle a déjà appris des choses intéressantes. You can make, with the beeswax, you can make a whole bunch of stuff. You can make candles, you can make lip balms, you can make, a whole bunch of stuff. And that if there's not a bee, if there's not a queen bee, you can't, have, other bees. And that apparently the queen bee lays 1,500 eggs per day. Selon Kohoko, le programme se terminera à la fin de septembre. Le miel des ruches sera vendu à la fin de la saison. Un reportage d'Annette Francis, Nouvelle nationale d'APTN, à Richmond, en Ontario.
Nous entrons maintenant à la phase 2 pour promouvoir la musique autochtone dans les radios. Une maison de musique Innu a officiellement lancé une pétition pour soutenir leur demande d'un quota minimum dans les ondes. En fin mars, Makusha Music Inc. et le Conseil d'Ouachatmak Magnotenam ont publié un mémoire détaillant les bénéfices d'un quota de 5 % de musique autochtone dans les radios canadiennes. Ils ont déposé ce mémoire au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ou le CRTC, mais le quota n'est pas toujours en vigueur. Donc, ils cherchent maintenant à obtenir 500 signatures pour leur pétition appuyant cette demande afin de faire pression sur le CRTC et les radios. Je veux de l'appui, j'ai besoin d'aide dans ma démarche là, pour faire entendre les musiques des producteurs autochtones là, pour qu'on puisse rallumer la fierté autochtone qu'on a perdue dans l'histoire, je crois, puis qu'on veut rallumer ça pour les générations futures. Puis la musique, ben, ça en est un outil pour se réconcilier, je pense. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info_nouvelle@aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle_aptn en un mot et sur Twitter @nouvelle_aptn. Le corps d'un homme trouvé dans le fleuve Saint-Laurent près de la communauté Mohawk d'Akwesasne a été identifié plus tôt ce mois. Le service de police d'Akwesasne a confirmé que c'est Casey Hawks, un homme Mohawk qui a disparu en mars cette année. Il a été lié à 8 ressortissants étrangers qui ont été trouvés morts dans le fleuve en même temps. Il essayait de passer illégalement aux États-Unis à travers le territoire Mohawk d'Akwesasne. L'enquête se poursuit selon la police. La Monnaie royale canadienne a lancé une nouvelle pièce de monnaie qui met en valeur le travail de 3 artistes autochtones pour la toute première fois. Megan Curry, artiste des Premières Nations, Myrna Pokiak, artiste inuit, et Janine Crouchy, artiste métisse, ont collaboré au projet. Chaque artiste met en valeur sa culture avec des motifs uniques, jamais vus auparavant sur une pièce de monnaie en circulation. Megan Curry a parlé de l'importance de conjuguer leur identité individuelle dans un espace commun. You know what? This is really important. And also, it's the first time that 3 Indigenous artists have been on a Canadian currency, and let alone 3 women Indigenous artists. So the more I unpacked it, the more I realized really how monumental this whole project was going to be. Au retour, allégations de fraude au sein des groupes Abénaquis du nord-est des États-Unis. Soyez là. Re-bienvenue. La nation abénaquise au Québec soulève de sérieuses préoccupations quant à la reconnaissance de 4 groupes abénakis aux États-Unis. La recherche récemment publiée par Daryl Leroux révèle que près de 98 % des membres de ces groupes n'ont absolument aucune ascendance abénakise, ni d'une autre nation autochtone que ce soit. Il a rejoint notre journaliste Emilia Fournier pour en discuter. Les voici. Bonjour, Dr. Leroux. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Pouvez-vous nous parler un peu du contexte sur les détails que vous avez retrouvés dans votre nouvel article? Oui, alors j'ai commencé vraiment à miser sur les groupes au Vermont puis au New Hampshire après avoir fait mes travaux plus généralement sur le mouvement d'auto-autonomisation au Canada français et parmi les franco-descendants. Et quand je dis franco-descendants, je veux dire les gens qui descendent ou qui comptent comme leurs ancêtres les premiers colons en Nouvelle-France. Donc, on est quand même environ 13 millions au Canada, environ 14. Et aux États-Unis, ça peut surprendre, mais on est environ à 4 à 5 millions. Parce qu'il y a vraiment eu une grande migration, en fait, une immigration des Québécois vers la Nouvelle-Angleterre en particulier.
quasiment pour tout le siècle du 19e siècle, dans les années 1800. Donc, il y a environ 500 000 Québécois qui ont été vivre, immigrés en Nouvelle-Angleterre, et la majorité ont resté là. Et maintenant, c'est des Américains avec des noms québécois. Des fois, c'est des gouverneurs au Maine ou au Connecticut. Dans ce cas ici, ce qui a vraiment porté mon attention à ces groupes, c'est qu'ils font des revendications assez semblables à plusieurs organismes au Québec, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et même en Ontario. Mais au Vermont puis en New Hampshire, c'est des revendications Abénaquis. Donc, eux autres se sont construits une nouvelle identité. Alors, c'est des franco-descendants blancs, comme moi et les gens que j'étudie, mais ils se sont créés une nouvelle identité Abénaquis parce que ça donne pas vraiment de sens à s'appeler des Métis au Vermont. Ou au New Hampshire. Non plus, ça fait pas trop de sens de se dire Algonquin métis, comme on voit souvent où je vis maintenant à Ottawa ou dans la région montréalaise. Donc, ces gens-là ont créé une identité qui a du sens dans le milieu où ils se trouvent, parce que c'est vraiment dans le territoire traditionnel des Abénaquis. Et pourquoi pensez-vous qu'il y a certaines institutions et États qui semblent très prêts à accepter ces groupes qui sont autodéclarés comme ça, comme dans le cas de Vermont? Oui, c'est une très bonne question. Alors, juste pour reculer un petit peu, pour mon article, les données que j'ai trouvées viennent vraiment de ces groupes-là. Donc, le groupe principal, qui est vraiment le groupe d'origine, et les 3 autres groupes qui ont été reconnus par l'État, donc sont 4 tribus, soi-disant tribus qui sont maintenant reconnues par l'État de Vermont. Alors, ces 4-là sont toutes associés de différentes manières, mais ils ont leurs origines dans le groupe de Swanton. Swanton, c'est une petite ville, un petit village à 5 km de la frontière du Québec et de Vermont. Alors, ce groupe-là a fait une pétition, qu'on appelle ça, au gouvernement fédéral pour être reconnu comme tribu Abénaquis en 1982. Et c'est vraiment en utilisant ces données-là et ensuite les données qui ont soumis en 86, en 95 et 2005 que j'ai pu retracer leurs ancêtres parce qu'ils font déjà ce travail-là dans ces documents-là. Et en 2003, ce qui est intéressant, c'est que l'État de Vermont a fait leur propre rapport et leur propre étude sur l'origine de ces organismes qui a conclu que ces groupes ont comme origine des Québécois qui ont immigré au Vermont. Donc ça, c'est en 2003. Ça vient du bureau du procureur général. C'est un rapport qu'on peut lire sur Internet assez facilement. Mais quelque chose arrive entre 2003 et 2010 et soudainement, on se retrouve avec un nouveau processus légal qui a été adopté par le gouvernement du Vermont qui existe pour reconnaître des tribus au niveau de l'État. Et des fois, il y a des États qui ont ce genre de processus-là. Je pense que dans mon article, j'explique qu'il y a environ une vingtaine d'États qui ont un processus de reconnaissance étatique. Et c'est vraiment ce que l'État de Vermont créé en 2010 et c'est pas du tout clair pourquoi. Évidemment, c'est au niveau politique parce que l'État a déjà décidé que ces tribus-là, ces soi-disant tribus-là, ne sont pas autochtones. Donc, soudainement, on a un processus où ces gens-là, on les met en charge du processus. Il y a plein de différents conflits d'intérêts. Les soi-disant chefs d'un certain groupe sont en charge de l'évaluation de ce groupe-là dans ce processus-là de reconnaissance. Par exemple, il y a des évaluateurs. Chaque application pour la reconnaissance a 3 évaluateurs externes. Mais en fait, dans mes recherches, j'ai trouvé que 6 des 7 évaluateurs pour ces 3 groupes-là, c'est des gens qui ont travaillé pour les tribus. Ils ont travaillé pour ces groupes-là. Donc, comme j'explique, il y a plein de différents conflits d'intérêts. Et honnêtement, j'ai pas une réponse directe pour pourquoi soudainement l'État veut reconnaître ces groupes-là. Ce que je suggère dans l'article, c'est que l'État de Vermont, c'est l'État le plus blanc
aux États-Unis, à plus de 97%. Et c'est aussi l'État qui est souvent vu comme le plus progressiste. Donc, peut-être, pour différents acteurs au niveau politique, juridique, universitaire, institutionnel, etc., au niveau public, avoir des gens qui sont reconnus comme autochtones, peut-être ça leur donne un certain capital culturel et politique qu'ils peuvent maintenant utiliser dans l'État. En revenant à votre article, est-ce que vous avez eu une réponse ou une réaction de soit la nation soit dite Abenaki-Missisquoi ou du gouvernement de Vermont? Non. Alors, ça fait peut-être un mois que l'article a été publié. C'est vrai que j'ai circulé différentes versions avant ça, mais j'ai rien entendu par rapport à ces groupes-là dont je recherche et dont je discute dans l'article ou au niveau du gouvernement. Mais j'ai eu des bonnes communications avec le leadership à Odanak, par exemple, avec qui je parle de temps en temps par rapport à mes recherches. Je vais partager ce que je trouve avec eux. J'ai été là 2 ou 3 fois depuis 2018, donc dans 5 ans, à présenter mes recherches, ce que je trouve. Donc, pour moi, c'est ce qui est important, c'est que les Abenaki réels, comme je les appelle, et je pense que peut-être il y en a là aussi qui s'appellent de cette manière-là, reconnaissent les recherches que je fais comme étant importants pour leur propre avènement politique, etc. Et qu'est-ce que vous pensez serait une réponse appropriée ou adéquate à votre recherche par rapport à ce groupe de soi-dit Abenaki et l'État de Vermont? Je veux dire, dans l'article, je pense que j'explique très bien les problèmes dans le processus de reconnaissance qui a été mis en place en 2010. Pour moi, si j'étais un des politiciens ou quelqu'un qui travaille dans la bureaucratie autour de ces enjeux-là, je voudrais vraiment comprendre ce qui s'est passé pour qu'il y ait tellement de conflits d'intérêts et que, ce que j'explique dans l'article, c'est que en 2003, quand l'État de Vermont a publié leur recherche sur ces organismes-là et ont conclu qu'en fait, c'est des descendants pour la plupart, pour la grande majorité, là on parle de plus que 95% de leurs members, c'est des gens qui descendent des Québécois qui ont immigré au Vermont dans les années 1800. Dans le processus de reconnaissance, les groupes qui ont été reconnus n'ont pas été obligés de démontrer que leur ascendant ou ascendante étaient des Abenaki. Et pour moi, si la conclusion en 2003 était bonne, elle est encore bonne aujourd'hui. Donc, si tu crées un processus de reconnaissance qui va à l'encontre de tes propres conclusions, comme gouvernement en 2003, c'est clair que vous ouvrez la porte à une certaine fraude ethnique. Et c'est ce qui s'est passé au Vermont. Encore une fois, je suis pas trop connaissant par rapport aux dynamiques du gouvernement du Vermont, qui prend les décisions, pourquoi ce processus-là a été entamé en 2010. Mais c'est vraiment un processus qui manque de rigueur. Honnêtement, c'est honteux. Merci beaucoup pour être avec nous. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé Wenpsich.